La stagiaire Valentine apporte à Robert Dubois, qui est éditeur, une liseuse. Un de ses employés, un directeur, a pensé que ce serait plus commode pour lui lire les manuscrits durant le week-end. Robert Dubois n'a, semble-t-il, jamais vu de liseuse, et la stagiaire va dès lors lui expliquer le fonctionnement. C'est une liseuse, un e-book, un iPad, je ne sais pas moi. Meunier m'a dit qu'il avait mis tous vos manuscrits dedans pour le week-end et que ça vous ferait moins lourd. Vous voulez que je vous explique? Regardez, c'est comme un écran avec tous vos manuscrits dessus. Ils sont sur l'étagère virtuelle en faux vrai bois. Vous les touchez et ils s'ouvrent. Il y en a un paquet. Et j'avance comment? On tourne les pages dans le coin d'en bas avec le doigt. Comme un bouquin. Oui, c'est le côté ringard du truc. Une concession pour les vieux. Quand on ne se souviendra plus des livres, on se demandera bien pourquoi on avance comme ça. Autant défiler vertical, scroller, ce serait plus logique. Donc deux personnages se rencontrent. L'un, déjà âgé, est du côté du monde des livres, dans ce qu'ils ont de plus matériel. L'autre, une étudiante stagiaire, incarne le monde virtuel. Celui où on aura oublié ce qui était un livre. Celui où scroller aura remplacé le geste de tourner les pages. Et pourtant, il s'agit d'une rencontre. Pendant un certain temps, les deux mondes vont coexister, avoir des rapports, tenter de se comprendre. D'emblée, Robert Dubois est confronté à la dématérialisation due au virtuel. Quand il couche sa joue sur la liseuse, il ne perçoit que le froid, le silence. Elle ne se froissera ni ne tâchera pas, à l'inverse d'un manuscrit. Sans odeur, elle ne permettra plus cette équivalence. Une page bien sentie est une page bien lue. Il faut cependant remarquer que la dématérialisation du livre est bien antérieure aux innovations technologiques de notre siècle. Elle a commencé au début de la législation sur le droit d'auteur, c'est-à-dire au moment où on a pensé que la possession d'un manuscrit n'était pas équivalent à la possession d'une œuvre, que celle-ci existait hors de l'objet matériel. Je cite Roger Chartier dans un livre intitulé « Le livre en révolution ». Dans la pratique de la communauté des libraires et imprimeurs de Londres, on considérait que ce qui était l'objet même de la propriété, du copyright, était le manuscrit de l'œuvre. Au cours du XVIIIe siècle, tout un travail a été opéré pour dématérialiser cette propriété, pour faire qu'elle s'exerce non pas sur un objet dans lequel se trouve un texte, mais sur ce texte même, défini de manière abstraite par l'unité et l'identité des sentiments qui s'y expriment, du style qui est le sien, de la singularité qu'il traduit et transmet. Que produit la révolution du texte électronique, sinon un pas supplémentaire dans ce processus de dématérialisation, de décorporalisation de l'œuvre, qui devient très difficile à stabiliser. À mon avis, ce qui est important, c'est la difficulté à stabiliser. Alors d'habitude, Robert Dubois se retire le week-end à la campagne, dont il a horreur d'ailleurs, et il s'y retire pour lire les manuscrits reçus. Alors, ça commence pendant la nuit, sur un canapé. Il met en œuvre alors une technique qui est très particulière. Je cite, « Je tiens la pile de feuilles devant moi, posée sur mon ventre, et je fais tomber les feuilles lues sur ma poitrine. Petit à petit, je sens s'y déposer le poids de mon travail. » Alors on se doute bien que la tablette ne lui permettra plus de mesurer de la sorte le poids de son travail. Et d'une certaine façon, son rapport à son propre corps va en être affecté. La tablette est posée sur mon ventre. D'un doigt, je fais tourner les pages qui se déposent nulle part. Ma poitrine est inquiète et aucun indice ne filtre sur l'avancement de ma lecture.
le petit coup d'éventail que chaque page en tombant me donnait dans le cou me manque. J'ai chaud, mes yeux sont avalés par la lumière de la page. Déjà, avant d'entamer sa lecture, Robert Dubois avait compris que la virtualité induite par la tablette le transformerait également en être virtuel. La tablette est posée sur mon ventre, ma lampe de lecture fait un reflet désagréable dans un coin de l'écran, je l'éteins. Maintenant, la seule lumière vient du texte, dans les deux sens du terme, pourrait-on dire. Le texte est lumineux. Maintenant, la seule lumière vient du texte. Si je me regarde dans le miroir, avec la tablette sous le menton, j'ai l'air d'un spectre. Je suis le fantôme du lecteur que je fus. En français, à l'inverse du mot revenant, les termes spectre et fantôme gardent une référence à la lumière. Le phanastai grec fait signe vers l'apparaître pour la vue. Dans cette scène, la lumière qui vient du texte est une lumière de nuit. Comme le dit Derrida, dès qu'il y a technologie de l'image, la visibilité porte la nuit. Elle incarne dans un corps de nuit, elle irradie une lumière de nuit. Être le fantôme du lecteur qu'on a été nécessite de penser autrement le lecteur. Et là, je me rapproche de l'exposé d'Ariane et des questions. Pour moi, nous ne devons plus penser le lecteur comme une potentialité qui s'actualise par la lecture. Nous ne devons plus réfléchir avec les concepts de lecteur réel, de lecteur empirique ou de lecteur idéal. Non, pour moi, la virtualité n'est pas une simple potentialité. En reprenant les mots de Derrida, je dirais que la virtualité s'imprime à même la structure de l'événement produit. Autrement dit, l'auteur, le texte, le lecteur sont originairement, si je peux encore user de cet adverbe, fantomatiques. Robert Dubois a du mal avec le virtuel. Il décide de faire peser sa tablette par le boucher. 730 grammes. Sa conclusion est que c'est le poids définitif de toute la littérature mondiale. Hugo, plus Voltaire, plus Proust, plus Céline, plus Roubaud, 730 grammes. Je vous rajoute Rabelais, 730 grammes. Louis Abbé, 730 grammes. Alors, le processus de dématérialisation entamé lors de la naissance du droit d'auteur est en voie d'achèvement. La littérature mondiale n'a plus de poids. Elle ne fait plus le poids peut-être, ou elle ne fait que le poids précis d'une liseuse. Quand Robert Dubois demande à sa femme, tout en se demandant à lui-même comment il pourrait encore lui prêter un livre, il envisage comme solution que de lui prêter sa liseuse, ce qui évidemment l'empêcherait, lui alors, de lire. Et sa femme lui répond ceci: la solution est simple, tu m'offres une liseuse, ce qui, par parenthèse, devrait depuis longtemps être fait. Et, grâce à la technique dent bleu, oui, dent bleu, en français d'aujourd'hui, c'est Bluetooth. Alors, grâce à la technique dent bleu, tu fais glisser le livre que tu veux me prêter de ta liseuse à la mienne. C'est doux, fluide et, je dois dire, assez sexy. Voilà, la sexualité virtuelle qui passe par la dent bleue. Alors, on sait que les supports ont eu une incidence sur la lecture. Le passage du volumen au codex a mis à mal la lecture linéaire comme seule lecture possible. Comme le rapporte Augustin dans ses Confessions, sa conversion est due à cette innovation technique qu'est le codex, qui lui permet d'ouvrir le livre où il veut. Les tables des matières, les index ont également changé les pratiques de lecture. Le livre de poche a permis de lire à peu près n'importe où. D'une certaine façon, les livres, sous différentes formes, ont toujours été les prothèses de nos mains pour appréhender le monde ou pour l'imaginer,
voire pour le configurer. Mais aujourd'hui, ce sont les smartphones ou les tablettes qui sont nos suppléments prothétiques. Et, entre autres questions, ça implique un nouveau rapport au droit, un nouveau rapport à l'objet livre. Par exemple, en ce qui concerne le droit, que va-t-on condamner? La possession d'un livre sur une tablette ou un smartphone, je peux le faire disparaître en un clic. Le téléchargement, à mon avis, maintenant on pourrait faire disparaître les traces de téléchargement, ou du moins se connecter des lieux où il est impossible ou très difficile de suivre la trace du téléchargement. Alors, il faudrait condamner la trace de cet effacement. Ça serait peut-être encore possible. Mais on finirait peut-être par condamner le fait de lire en ligne ou de se connecter, si l'on voulait, à nous encore, respecter quelque part le droit d'auteur, par exemple. De même, l'objet livre n'existe plus en tant qu'objet unique, singulier. Si j'y ai laissé des marques de lecture, des notes, et que je le fais glisser d'une tablette à l'autre, je le duplique et le perds comme objet unique. L'endettement symbolique que constituait le prêt d'un livre s'estompe. Désormais, un livre prêté ne sera plus un livre perdu. La notion même de prêt étant amenée à disparaître. Peut-être même la conservation des livres ne concernera plus les livres, mais bien les technologies, les programmes, les applications permettant d'y avoir accès. Alors on peut écrire un nouveau bibliomane, une nouvelle bibliomanie du futur, où justement ce bibliomane ne cherchera plus un incunable, mais un vieux PC ou un vieux Macintosh. Je vais essayer de dire que Bertrand Gervais faisait ça dans son laboratoire NTT. On a quelques modèles archaïques, oui. Alors, Robert Dubois a perçu les avantages qu'il pouvait tirer de ces mutations technologiques. Ainsi, il va offrir à sa femme un livre dont aucun exemplaire n'est encore disponible sur le marché grâce à la machine nommée POD, Print on Demand. Jetant fièrement à l'officiant ma liseuse, en lui pointant sur l'étagère virtuelle un petit livre dont j'ai une copie secrète et dont il ne reste plus un exemplaire sur le marché. Sans le moindre froissement de papier, sans même la complexité d'un câble, le texte coule dans la machine qui s'ébranle et qui, sans fumée ni tache d'huile, imprime l'ouvrage, l'encolle et l'habille d'une couverture. Du point de vue professionnel, Robert Dubois va également souhaiter exploiter les mutations technologiques. Pour ce faire, il va réunir 4 jeunes stagiaires de son entreprise, dont Valentine, qui représente les nouveaux lecteurs. La question du contenu est directement posée à Valentine. Vous avez envie de lire quoi? Ainsi qu'aux autres d'ailleurs stagiaires, eh bien, on va examiner les différentes réponses. Moi, ce que je voudrais, explique Valentine, c'est recevoir un joli poème chaque matin sur mon iPhone. Voilà un petit poème pour Valentine. Un mini-feuilleton spécial métro, avec des illustrations, la tête d'un traître. Voilà. La belle blonde martyrisée. OK. Un peu de musique dans les écouteurs. Là, ceux qui me connaissent s'attendent au pire. Wer wartet mit Besonnenheit, der wird belohnt zur rechten Zeit. Nun, das Warten hat ein Ende, leiht euer Ohr einer Legende. Après, j'ai l'iPad et le laptop pour la journée. Et le soir, un bon vieux bouquin en papier pour quand je m'écroule au lit. Donc le désir de lecture s'organise selon le rythme métro, boulot, dodo. Bon, si elle boit du lait au matin, on dira lolo, métro, boulot, dodo. Au lever, au moment où Valentine consulte son iPhone, il faut la beauté de la poésie. Puis la mini-série,
avec aventure, suspense, images et musique pour s'isoler durant le trajet en métro, les écouteurs symbolisant d'ailleurs cette isolation. Les textes lus pour le travail ou au travail, et enfin, pour le soir, l'abandon des nouvelles technologies pour le bon vieux bouquin en papier. Cette association, d'ailleurs, entre le soir et la lecture des vieux bouquins pourrait être vue comme une mise en abîme de la fin du texte qui correspond au fond au soir de la vie. On y viendra. Alors, la réponse de Valentine fait se croiser la problématique du support et celle du genre littéraire, ce qui indique qu'un rapport à une certaine conception de la littérature perdure à l'ère de la reproductibilité électronico-spectrale. La deuxième réponse d'un autre stagiaire, par son allusion à Pérec, reste dans cette logique du rapport à la littérature, tout en pointant la nécessité de ne pas répéter, si possible, ce qui a été déjà fait. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on peut proposer comme nouveau genre de texte pour les écrans. Sur ce coup, on aurait vraiment besoin de Pérec. Il faut profiter à fond, tout essayer, se libérer au maximum des formes imposées par le papier. Autrement dit, la nouveauté proposée par ce stagiaire consistera, ce cite Derrida, à greffer une culture livresque sur une culture non livresque. Ce qui implique de penser autrement le rapport entre l'écrivain et le livre. Réponse encore d'un autre stagiaire. Première mesure, on éclate l'écrivain et le texte. On lui rentre dedans. On le fait servir à autre chose. On le mélange. Alors, cette idée d'éclatement de l'écrivain et du texte a été pressentie par Derrida quand il distingue l'œuvre au singulier des textes électroniques au pluriel. Je cite rapidement, « Une œuvre, un opus, l'unité ou le corpus d'une œuvre délimitée par un commencement et une fin, une totalité donc, qu'on suppose conçue et produite, voire signée par un auteur, un seul auteur identifiable et proposée à la lecture respectueuse d'un lecteur qui ne touche pas à l'œuvre, ne le transforme pas en son dedans, comme on dit maintenant de façon interactive. » Donc, la notion d'œuvre sera conservée pour ce type de littérature, avec pour ce type d'objet, avec un commencement et une fin. Un commencement et une fin, c'est un signe vers Platon, qui disait que le discours était une totalité organique comme un corps avec un début et une fin. Alors, les textes électroniques, à l'opposé, sans support de papier, des textes qui ne seraient même plus corpus ou opus, œuvres finies et délimitables, des ensembles qui ne formeraient plus des textes, mais des processus textuels ouverts et offerts sur des réseaux nationaux et internationaux sans limite, à l'intervention active ou interactive du lecteur devenu co-auteur. Voilà donc le passage, si vous voulez, de l'œuvre au texte, de la notion d'auteur à la notion de texte sans auteur, mais avec des co-auteurs. Alors, troisième réponse, on fait le e-Goncourt pour le grand public. Alors, cette réponse donne à penser que devra subsister, au moins pour un temps, la dimension institutionnelle de la littérature. Organiser le e-Goncourt pour grand public serait une manière de réaffirmer la dimension démocratique de la littérature, de l'inscrire dans un certain espace public et politique. Donc, c'est ça qui m'importe, de continuer à lui reconnaître des droits. Et la dernière réponse touche à l'éducation. On met la panique dans le cartable des mômes. Alors, on peut sans doute rêver de nouvelles formes d'éducation par le biais des tablettes, des mutations technologiques, mais il conviendra d'éviter, comme dit Derrida, de reproduire l'ancienne idéologie en plaquant de nouvelles techniques. Alors, toujours est-il que, après ces propositions, Robert Dubois propose, lui, aux jeunes stagiaires de créer une petite entreprise
pour développer toutes ces idées et pour donner, d'une certaine façon, un coup de fouet à l'édition française. Les jeunes stagiaires, quelques jours plus tard, proposeront comme nom pour la nouvelle maison d'édition électronique Au coin du bois et souhaiteront s'adjoindre les services du petit frère de l'un d'eux, âgé de 14 ans, le petit frère. Le bel âge pour la bidouille, dit le texte, car les autres stagiaires s'estiment déjà vieux. On vieillit vite dans ce monde. Alors, laissons un temps les stagiaires chercher des projets éditoriaux pour... je m'aperçois que j'avais oublié de vous faire passer une dia, mais c'est pas grave. Donc, laissons un temps les stagiaires chercher des projets éditoriaux pour regarder l'évolution de l'éditeur de Robert Dubois. Il souhaite en apparence revenir aux bonnes vieilles habitudes quand il décide de corriger un manuscrit dans une bibliothèque publique avec un feutre rouge. De même, quand il s'octroie un week-end sans lecture, c'est-à-dire sans manuscrit à lire, il laisse sa liseuse éteinte et puis, comme il s'ennuie, il décide de lire un peu. Je prends L'Instant fatal de Queneau et Bel ami de Maupassant, deux textes dont je peux réciter des pages et que je vais lire alternativement, un poème, un chapitre, lentement. J'ouvre les deux ouvrages sur mes genoux, l'un sur l'autre. Il suffit de les faire glisser pour passer de Maupassant à Queneau, mon clic à moi. Effet fantomatique, est-ce la liseuse qui a généré chez Robert Dubois une nouvelle façon de lire, ou est-ce un passé qui revient, celui par exemple des roues à livres de la Renaissance? Par contre, il est certain que l'usage de la liseuse a eu des conséquences sur son travail d'éditeur, surtout quand il décide de s'en passer pour relire un manuscrit. De retour de week-end, Robert Dubois se fait houspiller par un de ses employés, le directeur qui lui avait offert la liseuse, justement. « Qu'est-ce qui t'a pris ?» me demande Meunier. « Qui m'a pris quoi, où, comment ? Je rentre de Londres. Tu ne vas pas me faire croire, en plus, que tu ne t'en souviens pas. Ginette Perrault est furieuse. Elle s'estime offensée, maltraitée, humiliée, et elle a raison. Elle a même parlé de reprendre son texte, c'est dire. Et je ne peux même pas lui donner tort. Qu'est-ce qu'il a, son texte? Tu as vu comment tu l'as préparé? Je ne me souviens plus. J'ai corrigé l'orthographe. Vache au pluriel ne prend pas ENT à la fin, des trucs dans ce genre. Et puis savoir pourquoi tu as changé le nom de l'héroïne, par exemple? Mais Lisette, c'est pas un prénom, personne ne s'appelle Lisette ici. Mais Lisette, ce n'est pas un prénom. Simone est quand même mieux, non? Elle ne va pas gémir pour ça. Je te rappelle que quand nous avons accepté ce manuscrit et que nous nous sommes engagés à en faire un livre, pas un autre livre. Pourquoi as-tu changé la couleur de la robe? C'est quoi ce violet qui est apparu à la place du vert? De quel droit? Jamais tu n'as fait une chose pareille. Tu perds la boule. Il était moche, ce vert. Pire encore, tu as ajouté des scènes de ta main au crayon rouge dans le manuscrit d'un de nos auteurs, des scènes comiques en plus. Alors, Simone, qui n'en était pas à une près, décida de s'envoyer en l'air et visa droit à la braguette du principal, qui rougit et ne put retenir une érection qui illumina soudain la salle des professeurs. Dans un roman de Ginette Perrault. Pour Bertrand Gervais, d'accord, mais dans un roman de terroir. L'explication est simple. L'éditeur est devenu co-auteur. Il a glissé de l'œuvre au texte. Voilà ce qu'il se dit en lui-même. Et à cet instant, je me souviens parfaitement de cet après-midi de pluie à la bibliothèque. Je me souviens qu'à un moment où la lumière baissait, fatigué de chasser les erreurs, remarquez que la lumière baisse, donc ça devient une lumière de nuit, je me suis demandé ce qu'allaient devenir les textes quand chacun pourrait entrer sur sa liseuse pour les modifier à sa guise, changer la Madeleine de Proust en petit beurre lu, parfumer la Dame en rouge, tirer sur la jupe de Pauline Réage, ajouter ici et là quelques gags désopillants dans Bernanos, oui, il en aurait besoin, bricoler des petites choses, redresser
2 phrases, rebaptiser Madame Bovary en Adèle pour faire plaisir à sa femme. Je suis certain que je pensais effacer tout cela. Et puis j'ai oublié. Je suis trop moderne, je suis en avance sur mon temps, je suis un incompris. Aussi, je pense qu'il est plus prudent que j'implore un pardon en confessant ma faute. Nouvel effet fantomatique. C'est la pratique de la liseuse qui a donné à Robert Dubois l'idée de faire ce qu'il aurait pu faire depuis longtemps. Et si vous voulez, vous le songez ici au chameau d'Hoffmann, par exemple. C'est un peu une histoire qui rencontre celle-là. Mais, s'il aurait pu faire depuis longtemps, mais sans l'aide de l'instrument électronique. Mais bien sûr, les choses vont s'arranger. L'auteur, Ginette Perrault, va accepter, après une crise, la coécriture. Elle a dit quoi, Ginette? Elle a hurlé d'abord, tu la connais. Et puis je l'ai calmée et elle a accepté de tout remettre à plat avec Emmanuel. Il y a un souci quand même, tient à préciser Emmanuel. C'est que, passé la crise, quand nous avons relu le texte, elle a pensé qu'elle garderait bien certaines des modifications. Elles lui ont donné des idées, surtout les passages drôles. Cette crise peut être lue comme l'éventuelle étape de transition entre l'œuvre avec un auteur et les textes coécrits, qui fera également de l'auteur un auteur fantôme, un ghostwriter, dirais-je, pour faire signe vers Paul Auster. Pendant ce temps-là, les stagiaires ont travaillé. Alors voilà ce qu'ils proposent. D'abord, des choses simples, mais qui marchent bien, parce que les gens connaissent déjà le poème du jour, la pensée du jour, le proverbe, l'horoscope en vers. Question, vous choisissez les poèmes? Oui, avec un groupe de copains. En fait, on obtient les meilleurs résultats avec les poèmes. Des tas de gens qui n'ouvriraient jamais un recueil sont enchantés de recevoir leurs poèmes chaque matin. Il faut dire qu'on les choisit, Apollinaire, Roubaud, Ludovic Jambier. La semaine dernière, c'était Follin, après on fera jouer. On a aussi la nouvelle du jour, on les choisit courtes, on va faire les nouvelles en 3 lignes. Les gens aiment les faits divers, ça va cartonner. Donc, les formes proposées sont des formes brèves, qui ne nécessitent qu'un temps limité pour lire. Et un certain paradoxe de la poésie est mis en scène. Genre supposé élitiste, avec un groupe restreint de lecteurs, il se transforme en genre populaire. Il touche des tas de gens grâce à une dissémination, à un éparpillement, à un effeuillage du recueil. J'avais compris que c'était effeuillage, mais pas le thème de la journée, mais... Le recueil n'a aucune chance d'être lu, à l'inverse du poème quotidien reçu sur le smartphone. Et d'ailleurs, grâce à la collaboration de Leclésio, le projet s'est enrichi. Voilà les Cirandanes. Ils sont jolis, ces dessins. Ce sont des broderies de nappes malgaches. Vous jouez? Je joue. Là, vous avez la Cirandane sur l'écran. D'abord en créole. Dilo dibou, dilo pendant. Si vous ne comprenez pas le texte, vous touchez une fois l'écran et la traduction apparaît. De l'eau debout, de l'eau qui pend. Vous n'avez pas la solution de la devinette, vous attendez le lendemain et vous avez sur votre écran canne coco, une caresse, et la traduction canne à sucre, noix de coco. Progressivement, le projet devient lui aussi un effet fantomatique. Il s'agit de relire autrement grâce à l'électronique. Les stagiaires expliquent. Nous faisons aussi tout un travail autour de la lecture. L'idée, c'est de profiter de la machine pour lire autrement, ou plus précisément pour relire autrement. Comment? On fait apparaître le texte d'un poème progressivement sur la page, à notre rythme et dans l'ordre qu'on veut. Mom, qui est fleur bleue, les fait apparaître en musique. Kevin a mis le compte à votre façon de Queneau. Les italiques de Queneau sont entre autres. Kevin a mis le compte à votre façon de Queneau sur l'écran et il suffit de cliquer sur le choix pour avoir la suite. Préférez-vous l'histoire des petits pois ou des échalas? En 1997, déjà, de dire. Alors, Bicot a fait un truc assez raide, je dois dire. Il a inventé une moulinette qui produit le S+7. Du quoi? Tu donnes un texte à la machine, elle te remplace automatiquement chaque substantif par le 7e
qu'il suit dans le Petit Robert. C'est drôle, c'est mécanique, ça met le sourire dans le métro. On fait aussi une quantité de trucs plus faciles à Grégor pour que les gens produisent leurs textes. Des bouts rimés où il suffit d'écrire le début de chaque vers, des machines à acrostiche, des beaux présents, des refrains automatiques pour chansons. Donc, parmi les projets des stagiaires, il y a celui de faire relire l'Oulipo, mais également de transformer les lecteurs en auteurs automatiques qui produiront les textes avec des machines. Et qui, d'ailleurs, les machines finiront par produire les textes sans les auteurs. La prothèse ne concerne donc pas seulement la lecture, mais également l'écriture. La méthode S+7 de Jean Lescure, qui date de 1961, est informatisée et permet de produire automatiquement une écriture à contrainte qui repose déjà sur une certaine automaticité. L'automaticité du dictionnaire, mais ici informatisée et qui va générer automatiquement des textes. Alors, celui qui souhaite peut aujourd'hui avoir accès à l'Oulipo via Internet. Et on apprend d'ailleurs sur cette page que Paul Fournel, donc l'auteur de la liseuse, en est le président actuel. Et d'ailleurs, ce Fournel a également un site web. Quant à Robert Dubois, après le décès de son épouse, il va quitter sa maison d'édition, donner les actions d'Au coin du bois aux jeunes et se rendre dans une librairie pour y acheter 50 livres que son métier lui a empêché de lire. Le livre se termine sur une ultime scène de lecture. Après avoir laissé sa liseuse et son GSM se vider de leur énergie, il entame la lecture des 50 livres, des bons vieux bouquins en papier, comme celui que Valentine aime lire le soir. Tout est soigneusement débranché, le téléphone, la télévision, le désir. Je pose ma liseuse et mon téléphone portable sur la table. Je sais que peu à peu, mes appareils se vident de leur énergie et de leur sens. Le jour décline, et après une longue attente, je les attends enfin qui se tordent de douleur. Ils poussent des petits cris d'alerte, ils réclament leur pain, et après un dernier spasme, un ultime clic, ils s'enfoncent tour à tour dans le noir. J'ouvre la première page du premier livre, je craque mon premier dos, je plonge mon nez à l'intérieur pour le flairer et j'attaque. Quand j'aurai terminé la lecture du dernier mot de la dernière phrase du dernier livre, je tournerai la dernière page et je déciderai seul si la vie devant moi vaut encore la peine d'être lue. Alors, trame pour les imaginaires de la fin, pour les récits pré-apocalyptiques, tout récit post-apocalyptique est par définition pré-apocalyptique, sinon il n'y a pas de récit puisque c'est la disparition absolue. Donc, trame pour les imaginaires de la fin, pour les récits pré-apocalyptiques. Si l'énergie venait à manquer, les vieux livres ne reviendraient-ils pas hanter le soir de l'humanité? Un aveu pour terminer. La liseuse relève de la littérature à contrainte. Celle-ci est révélée à la fin du livre. Alors, vous avez la description de la contrainte dans les 2 derniers paragraphes. Mais la consultation du site de Fournel, où la contrainte est reproduite, comme je vous le disais, nous apprend que, je cite, « Quiconque entrera dans le livre pour y changer une lettre y anéantira le projet. Ce, bien sûr, je n'ai pas manqué de faire. » Je vous remercie.